Le temps des séries et ここで働かせてください。千尋というのかい。今からお前の名前はTous les films de Miyazaki vont apparaître dans le catalogue de Netflix et d'ailleurs tous les films du studio de Ghibli. Ce qui est important de savoir, c'est que ça va être principalement sur les pays occidentaux hors États-Unis, parce que Netflix ne va pas avoir les droits ni au Japon ni aux États-Unis. La rayonnance de Hayao Miyazaki dans le monde entier, elle est déjà très forte, mais la force de frappe de Netflix va, je pense, contribuer à l'amplifier. C'est un enfant qui aimait beaucoup le dessin, qui reproduisait, comme beaucoup d'enfants, je pense à son époque, les dessins du dieu du manga, Osamu Tezuka. Il est devenu animateur, donc il a travaillé dans un certain nombre de studios d'animation pendant les 20 premières années de sa carrière. Et puis ils ont fondé avec Isao Takahata, donc le studio de Ghibli. Ce qui est intéressant, c'est que chaque film était en quelque sorte un coup de poker, c'est-à-dire qu'il mettait en jeu toutes les recettes qui avaient été engrangées par le précédent film. Et comme ça, pendant 4, 5, 6 films. Miyazaki, lui, à travers Chihiro, a permis d'exploser et de faire exploser l'animation japonaise en France et surtout de lui donner des lettres de noblesse. L'éducation du public s'est faite progressivement. Les mangas sont arrivés d'abord avec Akira. Depuis début 90, on a eu Dragon Ball aussi qui arrivait en France. Et puis il a fallu attendre que ce public soit mature, ce qui est arrivé fin des années 90, début des années 2000, simultanément à l'essor attractif qu'a eu le Japon. C'est à peu près à ce moment-là que sont arrivés les sushis dans les grandes villes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ont concouru simultanément. Et je pense qu'ils ont permis à des films comme ceux de Miyazaki de s'exporter à l'extérieur des frontières japonaises. Je pense que ça s'est fait sur une très longue durée et que c'est notre prisme français qui a fait comme on l'a découvert sur le tard finalement, on ne s'est pas aperçu que cette carrière avait quand même pris de très longues années, voire des décennies à atteindre ce niveau-là. Début des années 2000, Miyazaki avait déjà 60 ans, donc il avait déjà 40 ans de carrière d'animation derrière lui. En France, en tout cas, on a découvert Miyazaki alors qu'il était déjà au sommet de son art. Il y a vraiment deux choses qui ressortent, effectivement. Il y a Le Serpent Blanc, qui est le premier long-métrage d'animation japonais en couleur, qui est sorti en 58. Donc ça, c'est ce qui lui donne envie de devenir animateur. Et puis après, effectivement, un petit peu plus tard, il y a La Bergère et le Ramoneur, puis Le Roi et l'Oiseau, de Paul Grimaud. C'est avant tout un artiste, Miyazaki. Cette capacité à avoir des films qui sont à tiroir, c'est-à-dire qui peuvent à la fois plaire aux enfants et aux adultes qui vont comprendre différents messages. Il va faire en sorte de pouvoir parler un petit peu à toutes les tranches de la population. Ce qu'il a permis de faire dans l'animation japonaise, c'est qu'il a permis de lui sortir de ses clichés. Il a effectivement des thématiques transversales qu'il va aborder dans chacun de ses films. Donc il y a évidemment l'image de la femme, ça c'est quelque chose qui est très fort. Il y a aussi le travail qu'il va faire sur l'enfance. Il y a évidemment la place de l'animal, il y a la spiritualité, il y a la relation qu'il y a avec la nature. Moi, à titre tout à fait personnel, je vais citer un film qui est peut-être contre-intuitif, c'est Porco Rosso. C'est un film total pour moi parce que on a l'impression qu'il perd foi en l'humanité à partir de Porco Rosso. Donc c'est un film mélancolique et très drôle, et c'est à la fois un film qui est assez dur dans les thématiques qu'il aborde, même s'il le fait avec beaucoup de pudeur. Est-ce que le studio Ghibli va perdurer après la retraite ou le décès de Miyazaki? Je ne suis pas certain. D'ailleurs, ils ont évoqué eux-mêmes à plusieurs reprises, Suzuki et Miyazaki, que si ça devait se terminer, eh bien, ça se terminerait.